Merci. Voilà, Luc Bernier, professeur, il est titulaire de la chaire en la matière. Luc Bernier a été aussi directeur de recherche et des études de la recherche de l'ENAP du Canada ou du Québec, devrais-je dire. Sans trop tarder, je lui donnerai la parole. Il interviendra à mi-chemin entre la question de la transparence, de l'intégrité, du contrôle et les questions des difficultés des rapports d'interface. Donc, il interviendra entre les deux, entre Ahmed Nasseri et professeur Taïeb Hafsi. Luc, si tu es avec nous, si tu as réussi à maintenir la connexion, c'est à toi la parole, cher ami. OK, alors j'espère que vous m'entendez. 5 sur 5. Non, génial. J'ai effectivement eu quelques soucis et j'ai manqué donc la première moitié du séminaire. Je suis très honoré d'être parmi vous, même si c'est par lien électronique aujourd'hui. Je n'ai pas renoncé un jour à pouvoir aller en Algérie, dont Bachir et Taeb m'ont tant vanté les mérites. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir y aller. Je voudrais me permettre de commencer par un instant d'autopublicité, ce qui n'est pas toujours une bonne idée dans ces conférences. Pour faire un pont avec ce que M. Nasseri vient de dire, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, j'ai dirigé un livre sur 15 cas d'entreprises publiques à succès. Et je le mentionne aujourd'hui avec une association internationale qui s'appelle le CIRIEC, dont certains professeurs algériens sont déjà membres. Je le mentionne parce que je ne crois pas à la supériorité de fonctionnement du secteur privé sur le public. Je suis en conflit d'intérêts. Comme a dit Bachir, j'ai toujours travaillé sur le secteur public dans ce sens-là. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui est beaucoup là-dessus, dans le sens où si on ne veut pas privatiser, pour continuer à faire un pont avec ce que M. Nasseri disait, ben, il faut améliorer la gouvernance des entreprises publiques parce que parfois, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de maillons faibles, et Bachir l'a dit tout à l'heure, je continue à croire qu'il faut améliorer cette gouvernance si on veut qu'il y ait un pont avec ce que veut le gouvernement, entre ce que veut le gouvernement et ce que peut faire l'entreprise. Je vais y revenir tout à l'heure. La gouvernance est un thème important. L'an dernier, nous avons fait, et Taeb Hafsi a un chapitre dans ce livre, un grand handbook chez Routledge, 57 auteurs de 20 pays, 35 chapitres. Il y en a 6 sur la gouvernance parce qu'il y a différentes dimensions. Je ne pourrais pas toutes parler aujourd'hui, dont les relations avec les parties prenantes ou les stakeholders, selon le terme que vous préférez. Mais il y a une richesse, il y a une complexité, et Taeb est plus sage que moi et donc plus à même de parler de cette complexité, mais je vais, pour ce qui suit aujourd'hui, essayer de me résumer en 6 points. Alors, le premier, c'est pourquoi le maillon faible dans le titre de ma communication? Essentiellement, parce que il y a d'autres relations extrêmement importantes dans la vie d'une entreprise publique, dont dans les systèmes que je connais, le lien avec le ministre. Si le ministre et le président directeur général se parlent, il peut y avoir un conseil d'administration entre les deux, mais celui-ci a souvent un rôle plus léger. Et je pense qu'il faut se souvenir que dans la complexité des relations, c'est un lien parmi d'autres que celui du conseil d'administration dont nous sommes censés parler aujourd'hui. 2, venir directement au conseil d'administration, plusieurs réformes ont cherché, après de nombreuses catastrophes dans le secteur privé en particulier, à améliorer la gouvernance, à voir ce qui est important. Alors, Hans Christensen m'a déjà entendu là-dessus, je l'ai manqué ce matin. Nos amis de l'OCDE trouvent que le secteur privé est en avance. Et je leur poserai la question, vraiment, avez-vous de grandes démonstrations? Et je voudrais personnellement aujourd'hui remercier les dirigeants américains d'Enron pour leur catastrophique faillite. C'est un immense problème de gouvernance. Mais les grands cauchemars de gouvernance que je connais, ils ont été dans le privé. Je ne veux pas dire que le secteur public est parfait, mais Enron, WorldCom, les entreprises de Conrad Black au Canada jadis, j'en ai une longue série où la gouvernance était cauchemardesque et il faut s'en souvenir de temps en temps. Je voudrais aussi dans les documents de l'OCDE, et j'aurais aimé mieux que M. Christensen puisse rester pour qu'on puisse en reparler,
Je trouve que dans le ton de leurs documents sur la gouvernance des sociétés d'État, il y a beaucoup une peur que le secteur public soit trop concurrentiel pour le privé. Alors, il peut y avoir d'autres dimensions d'internationalisation qui posent la question autrement, mais on peut aussi se dire ces entreprises peuvent être bien gouvernées, peuvent bien fonctionner, peuvent être rentables parce qu'une société d'État, ça fait à la fois des sous, ça remplit des objectifs. Et sur la grande transparence plaidée par nos amis de l'OCDE, je voudrais simplement dire que il faut aussi se souvenir que les entreprises publiques, elles ne sont pas toujours en monopole comme celles que Pierre Bauby étudie plus récemment. Il en a étudié beaucoup dans sa vie. Elles sont souvent en concurrence. Et une trop grande transparence peut rendre ces entreprises publiques moins compétitives. Il faut s'en souvenir à l'occasion. C'est une arme à double tranchant. De la même façon, dans les grandes réformes dont il a été question dans les dernières années, il y a l'indépendance vis-à-vis du gouvernement. Et c'est un mouvement mondial. Je peux vous citer 14 pays où cette idée de transparence est importante, autant dans le public que dans le privé. Mais là encore, c'est une arme à double tranchant. C'est joli, l'indépendance du conseil d'administration par rapport aux propriétaires, mais de temps en temps, quand il faut mettre en œuvre des politiques publiques, il faut que ça ait sa limite. Si, pour employer une phrase de Taeb, créer la structure n'est pas la seule stratégie. Si il y a une suite à cette création de structure, il faut faire attention. Bon, et là, il y a toutes sortes de nuances. En me préparant ce week-end, je relisais. En Italie, il y a une étude que j'aime beaucoup qui dit les conseils d'administration plus politiques créent plus d'emplois, mais sont des entreprises d'État où la performance financière est moindre. Alors, je peux comprendre les politiciens vouloir créer des emplois. Personnellement, pour les pays d'Europe, et Pierre Bauby était à de nombreuses réunions là-dessus, moi, j'aime mieux quand les sociétés d'État n'ont pas de représentants politiques, n'ont pas de ministres élus, de maire de la ville ou quelque chose dans ce genre-là, parce que ça complique énormément les décisions. Mais juste sur l'indépendance, avant que j'oublie, il y a aussi une idée qui a été étudiée au HEC Montréal il y a longtemps de ce qui s'appelle en anglais Interlocking Directorates, l'idée que vous pouvez créer un réseau d'administrateurs sur les différents conseils d'administration des sociétés d'État et avoir une certaine vue d'ensemble de ce que celle-ci devrait faire. 3 points, je n'ai pas regardé l'heure, Bachir, je m'excuse, tu me rappelleras à l'ordre. Ça va, c'est pas. OK. Un conseil d'administration, c'est Chris Comfort qui écrivait ça, ça peut jouer 2 grands rôles au BOMO. Celui du conseil stratégique, dont il a été question tout à l'heure, et le contrôle. Mais les mécanismes modernes, cette idée d'un conseil d'administration indépendant est beaucoup liée à l'idée d'un contrôle, que le conseil d'administration devrait jouer un plus grand rôle de contrôle, mais il peut y avoir un rôle de management stratégique important. Si vous réunissez entre 10 et 15 belles têtes sur un conseil d'administration, on pourrait espérer que ces gens-là aient une idée de ce que l'entreprise devrait faire et non seulement les contrôler. Et il y a un autre modèle qui existe au Québec, je vais citer l'exemple de la financière agricole, où on a installé un conseil d'administration qui est censé s'occuper d'un certain consensus social. Alors, jusque-là, les agriculteurs qui sont beaucoup financés ou aidés par cette financière agricole manifestaient fréquemment, bloquaient des routes, etc. Et maintenant, toutes ces négociations-là se font au conseil d'administration de la financière agricole. Elle n'est pas gratuite, cette recherche de consensus, mais au moins, il y a une autre possibilité, une autre façon de faire. Et je crois qu'il faut se souvenir qu'un conseil d'administration, ce n'est pas seulement un organisme de contrôle. Quatrièmement, ce qui, dans sa thèse de doctorat, s'appelait le cycle. Taeb Afsi avait écrit il faut tenir compte de l'importance de la tâche principale, de la technologie majeure d'une société d'État. Si vous faites voler des avions, que vous soyez public ou privé, il y a un certain nombre de règles de sécurité à maintenir. Si vous êtes une entreprise pétrolière d'électricité ou vous faites du nucléaire en énergie, il faut se souvenir qu'il y a des règles
qui s'applique et que de l'importance de cette tâche, de la coopération du début, on peut aller vers une certaine confrontation et une autonomisation de la société d'État si cette technologie prime, si la rentabilité est là. Alors, la recherche d'activités internationales, selon la logique des industries, est aussi très à la mode dans beaucoup d'entreprises publiques pour se donner une certaine autonomie par rapport à son gouvernement d'origine. Alors, il faut se souvenir de ça. C'est pourquoi je mentionne ce cycle sur lequel nous avons beaucoup travaillé au fil des temps, c'est qu'il faut, une fois que l'entreprise est autonome, il faut de temps en temps, après le cycle, que se passe-t-il? Menacer de les privatiser a fonctionné une fois, leur de gouvernance améliorée a été une autre façon de dire, si vous ne suivez pas le mouvement, chers dirigeants d'entreprises publiques, vous serez remplacés. Il y a eu, je crois, un mouvement, et je pense que la gouvernance des entreprises publiques telle qu'on en parle aujourd'hui est aussi un mouvement de reprise d'une certaine coopération là-dessus. 5, je voudrais parler de la réforme qui a eu lieu au Québec en 2006. Elle a eu lieu au Québec en 2006, mais en fait, elle a eu lieu aussi en Colombie-Britannique, en Californie. Elle a eu lieu dans le secteur privé. Il y a eu un grand effort pour renforcer le rôle des conseils d'administration, avec, encore une fois, un succès, selon moi, plus ou moins important, mais il y avait quelques idées que je trouve intéressantes. Une augmentation du rôle du vérificateur général ou de la Cour des comptes, selon l'appellation que vous préférez. L'idée de faire décider le conseil d'administration plus en changeant sa structure. Plutôt qu'un comité exécutif où tout est décidé et que le conseil d'administration ne fait qu'avaliser par la suite, il y a eu la création des 3 comités ressources humaines, éthique et gouvernance et finances. Et comme Bachir parlait de mon ancien rôle à l'ENAP, comme j'ai enduré cette réforme où c'était moi qui étais le contrôlé du conseil d'administration, je dois dire que le rôle avait été beaucoup accru, mais je crois que c'est une réforme salutaire. La grand ajout, je pense, du modèle québécois qui est important pour quiconque, et l'ajout d'une grille de compétences pour choisir les membres du conseil d'administration. Pour à la fois un mélange géographique, ça c'est facile, pour avoir un certain nombre de compétences. Est-ce que quelqu'un est comptable agréé et sait lire les états financiers qui sont souvent d'une telle complexité? Vous imaginez-vous recevoir les états financiers d'électricité de France, prendre cet exemple? Je veux dire, il faut avoir quelques notions de finance pour faire semblant de suivre la conversation par la suite. Avez-vous des avocats quand ça tourne mal? Avez-vous différentes compétences? Alors, cette idée d'avoir une grille plus complexe, qui n'est pas toujours suivie parfaitement, a été un élément important. Et je pense que c'est un élément à suivre. Avoir des membres indépendants et compétents, parce que ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est la compétence, je crois, a été une grande réforme. Mon dernier point, c'est le sujet de recherche pour les années à venir, si j'ai accès à tout ce beau monde. Il y a, d'après moi, un carré qu'il faut respecter dans une entreprise publique. En théorie, cette entreprise, outre faire des profits, comme je disais tout à l'heure, et faire des profits, je veux dire, c'est un élément important de leur légitimité moderne. On verra dans la suite des présentations cet après-midi. Une entreprise publique qui, au 21e siècle, ne fait pas d'argent, a été ou fermée, ou privatisée, ou remplacée par un autre modèle. Il y a des modèles où on fait du transfert d'argent d'un secteur à l'autre dans des grands conglomérats, mais il reste qu'une entreprise publique moderne, pour être crédible, pour être légitime, selon moi, ne peut pas être un gouffre financier comme étaient les mines de charbon britanniques à une autre époque. Alors, il y a des politiques publiques à mettre en œuvre, sinon, il n'y a pas d'utilité à avoir une entreprise publique s'il n'y a pas d'objectif de politique. Il y a, j'ose espérer, une transformation de ces politiques publiques en stratégie dans l'organisation, parce qu'il faut se l'approprier. Entre les deux, il doit y avoir un mécanisme de gouvernance qui permet de transposer la politique publique en stratégie et qui permet son suivi, parce que c'est à ça que ça doit servir. Et finalement, il y a un 4e élément qui m'a toujours intéressé en recherche, c'est cette idée de l'entrepreneuriat dans le secteur public, sur lequel nous allons travailler, aidez-moi.
À savoir, on veut embaucher à la tête de ces grandes organisations-là des gens qui ont de l'imagination, qui vont vouloir innover, qui vont vouloir développer des choses. Alors, un pur sang, c'est plus difficile à contrôler qu'un cheval de trait habituellement. Mais il y a cette idée d'avoir à la tête de ces entreprises-là, non pas des gens qui vont être reposants pour le gouvernement, mais des gens qui vont avoir de l'imagination, qui vont vouloir développer l'organisation. Et c'est ce carré-là, politique publique, stratégie, gouvernance, entrepreneuriat public, qui, d'après moi, permet de faire une entreprise réussie. Il faut absolument une bonne gouvernance, mais sans les autres éléments non plus. Il faut qu'un État sache ce qu'il veut de cette entreprise pour qu'elle puisse réussir. Je vous remercie.